Ok, bonjour tout le monde. Donc, je m'appelle Baptiste Massé et aujourd'hui on va parler de pourquoi safe, c'est pas safe. Parce que l'objectif de safe au départ c'est quand même, je crois, d'être safe, peut-être pas. Et on va voir pourquoi, du moins de mon point de vue, c'est pas safe. Et qu'est-ce qu'on pourrait faire pour le rendre un peu plus safe. Alors déjà, moi qui je suis? Je suis Baptiste Massé, donc je suis ingénieur logiciel, je suis coach craft et agile. Je suis un peu les deux, mais en fait je fais de l'agilité technique, quoi. Donc un petit peu autour du logiciel, mais je peux passer d'un côté du miroir comme de l'autre. Je peux être avec les techniciens ou plutôt avec la transfo. Donc c'est voilà, je suis conférencier, donc j'essaye de parler un peu de mon métier, puis aussi de tout ce qui est numérique responsable. Et puis je suis enseignant aussi à l'université. Je suis papa aussi, et pour ma mère, je serai toujours le réparateur d'imprimantes. Ça ne changera pas. Ok, donc déjà Safe, c'est quoi? Est-ce que c'est Scale Agile Framework? Est-ce que c'est Scale as Fuck Everywhere? Est-ce que c'est Scale Agile for Enterprise? Ou est-ce que c'est sa réponse D? Qui pense que c'est A? Ok, quelques mains. B, C et D. Voilà, oui, bah, exactement. C'est la réponse D. Non, mais bien sûr, c'est Scale Agile Framework. Et ce qui est rigolo, c'est que le E, c'est en minuscule. Parce que c'est pas du tout un mot, c'est ils l'ont rajouté pour dire que safe, c'est safe. Donc c'est vraiment, il y a vraiment la volonté de dire que ça met en sécurité les gens. C'est pour ça qu'on peut un peu jouer là-dessus. En plus, Safe, c'est censé apporter de la structure, de l'alignement, de la cadence, de la visibilité. Et sur le papier, ça donne envie. On se dit, on va y aller. Moi, je sais que j'ai beaucoup travaillé avec des équipes. Souvent, au départ, j'ai travaillé avec des équipes solitaires. Et puis, en fait, quand on scale les organisations, ben, après, il y a 2 équipes, 3 équipes. Et après, on ne sait plus comment se mettre en relation. Donc, l'idée de scaler et d'être capable d'organiser des équipes qui font différentes choses entre elles pour qu'on n'attende pas une équipe d'un côté ou une équipe de l'autre, ça paraissait cohérent et ça donne envie. Mais du coup, ça ne marche pas forcément. Et j'aimerais qu'on demande son avis à Jean-Michel. Jean-Michel, j'aime pas safe. Donc, il faut comprendre que Jean-Michel, lui, il aime vraiment pas safe, étonnamment. Et il va avoir des opinions, il est un peu opiniâtre, donc il va être un peu têtu, et peut-être qu'il y a des opinions qu'il aura qui vous ne serez pas d'accord avec lui. Moi non plus, des fois je ne suis pas d'accord avec lui. Mais c'est intéressant d'avoir un peu l'autre vision du safe. Qu'est-ce que les gens qui n'aiment pas safe peuvent voir. Donc je lui ai posé la question. T'en penses quoi de safe, toi, Jean-Mi? C'est pas le truc agile qui met encore plus d'intermédiaires entre l'utilisateur et le développeur? Est-ce que ça vous est arrivé, vous, de... Est-ce que quelqu'un a vécu une transfo safe ici? Ok. Est-ce que c'était plus simple avant ou plus simple après? Qui pense que c'était... Enfin, qui trouve que c'était plus simple avant? Pour accéder aux utilisateurs, hein, je parle. Et qui pense que c'était plus simple après? Ok. Bon, il y a une personne. Et donc, c'était pareil. Ok. Euh, Moi, la problématique que j'ai rencontrée, c'est que j'avais plus le droit de parler à mes utilisateurs. C'est que j'avais un PM, j'ai le droit de parler à mon PM, mais j'avais interdiction de parler aux utilisateurs. Je pouvais me faire virer. Juste, enfin, c'était écrit que voilà, on a demandé nous à avoir accès aux utilisations. On nous a dit, vous pourriez vous faire sanctionner. En plus, nous on était prestat, donc c'était juste sortir de mission. Si on parlait aux utilisateurs. Mais bon, si tu peux parler aux utilisateurs, ça apporte de la structure. On est d'accord. C'est l'intérêt d'avoir un framework, c'est d'avoir de la structure. Mais bon, après, 150 pages et 12 rôles, est-ce que vous pouvez me donner des rôles safe que vous connaissez? Ouais. RTE, c'est quoi? Ok. Et ça, c'est quoi? Et vous avez quoi d'autre comme rôle? BO? Epic Honor? Ok. Il y a quoi d'autre? Hein? Ok. Ok. Ok, ouais. Pas mal de rôles. Et ce qui est rigolo, c'est que même vous, vous l'avez pas fait. C'est du coup le développeur, il est où dans tout ça? Ouais.
C'est qu'en fait, finalement, on oublie. Enfin, moi, je me suis amusé parce que moi, je suis développeur. Je suis pas du tout. Je suis ni expert safe, ni voilà. Moi, le safe, je l'ai subi. Donc, je l'ai jamais mis en place et jamais eu la chance de pouvoir essayer de le mettre en place. Donc, à chaque fois, je l'ai subi. J'ai subi l'organisation déjà mise en place. Et en fait, ce que je me suis rendu compte, c'est que dans toute la littérature, quand je me suis intéressé au sujet, toute la littérature parle de tout, sauf des développeurs. Et je me suis dit, mais un problème là. Qui c'est qui travaille au final, c'est quand même les développeurs, enfin, à mon sens. Et du coup, là, j'ai fait un petit nuage de points. C'est dans les rôles, c'est lesquels mots apparaissent en premier. C'est-à-dire que donc voilà, je les ai ajoutés, je les ai mis dans un petit truc, j'ai demandé un nuage de mots et je lui ai dit, bon, bah, tu mets en plus gros ceux qui apparaissent plus souvent et en plus petit ceux qui apparaissent moins souvent. Et du coup, on voit que solution, architecte, c'est les deux mots qui apparaissent partout. Il y a train aussi, product. Bon, voilà. C'était un petit clin d'œil. Bon, c'est vrai, il est un peu noyé le dev, mais ça permet de sécuriser l'équipe. Moi, c'est réel. Je suis arrivé dans un contexte safe. Ça faisait peut-être 3 mois ou 4 mois qu'ils étaient en safe. Moi, je suis arrivé à ce moment-là et ils m'ont dit, nous, on se sent mieux en tant que dev. On se sent mieux parce que maintenant, en fait, il y a quelque chose autour de nous qui nous protège. On sait qu'on ne va pas partir du jour au lendemain. Les besoins, ils sont cadrés, ils arrivent par un endroit spécifique et ils arrivent en PI. On ne peut pas en remettre au milieu des. Enfin, eux, ils avaient ça, donc c'était bien. Mais du coup, ils bloquaient pendant 3 mois, ils bloquaient tout ce qui pouvait rentrer dans le backlog. Ouais, ouais. Non, non, c'est vrai. Oui, non, mais sauf que c'est problématique aussi, parce que du coup, ils ne faisaient pas d'innovation pendant 3 mois. C'est-à-dire qu'il n'y a rien qui rentrait dans le backlog pendant 3 mois. C'est-à-dire que tu leur disais, oui, mais en fait, c'est pas important ça. Et ça, c'est important. Ils disaient, ah ouais, mais non, on ne change pas. Du coup, en fait, c'était tellement rigoureux que tu en arrives à être contre-productif dans ta rigueur. Ouais. Mais du coup, c'était assez rigolo. Euh, et ce qui est marrant, c'est que sécuriser l'équipe, oui, mais bon, après, ils ont sorti 30% de l'équipe. 3 mois plus tard. Donc ils se sont sortis en sécurité, mais pas trop. En fait, ils ont sécurisé. En fait, ce qu'ils voulaient, pardon, j'ai changé de main. Eux, ce qu'ils voulaient, c'était sécuriser le scope à 3 mois. Donc c'était pouvoir se dire, je m'engage à 3 mois à délivrer. Ils avaient besoin de visibilité. C'était vraiment ce qui était important pour eux. Et en fait, on se rend compte que Save souvent s'est mis dans des contextes où il y a une volonté du métier d'avoir une visibilité claire de ce qu'ils vont produire à 3 mois. Ce qui peut se comprendre, hein, mais qui est ce qu'on disait, qui peut être contre-productif par rapport à l'adaptation au changement et la capacité d'être innovant, et du coup d'apporter un avantage concurrentiel à notre métier. C'est-à-dire que le métier lui-même, par sa rigueur, par sa demande de rigueur, s'empêche d'avoir des innovations. Ouais, bon, c'était brutal, mais au moins Safe, ça permet de gérer les dépendances. Est-ce que qui c'est vous voyez comment on gère les dépendances dans Safe? Ouais, ok. Est-ce que vous trouvez que ça permet de gérer les dépendances? Non. Ouais, si. Ouais. Ouais, ouais. Hmm. Ouais, je suis d'accord. Ouais. Du coup, Jean-Mi est pas complètement d'accord. Il dit enfin, c'est surtout décider de garder les silos obsolètes. En fait, on se rend compte que des fois, juste se dire, bon, on va prendre 2 jours pour se mettre d'accord comment on va s'interfacer les uns les autres, c'est juste parce qu'en fait, on n'est pas capable de proposer des interfaces produits claires et simples et faciles d'utilisation qui ne nécessitent pas une synchronisation. Et en plus, souvent, souvent, j'ai vu 2 ou 3 façons de faire du safe. Après, j'en ai parlé autour de moi, j'ai interviewé des gens autour de ça. Mais souvent, en fait, on remplace les anciennes BU par des trains safe. Et on ne se pose pas la question des interactions réelles entre les applicatifs. Je suis sur une mission. Ma mission actuellement, c'est de faire de la facilitation entre 2 trains qui bossent ensemble. C'est-à-dire qu'il y en a un qui fait le front et l'autre qui fait le back. Ils sont dans 2 trains séparés. Donc mon rôle, c'est de faire en sorte qu'ils discutent, comme si c'était dans un petit train. Voilà. Ça m'amuse beaucoup parce que c'est une application unique. Il y a un back, un front, ils ont réussi à les mettre dans 2 trains différents. Parce qu'il y en a un, du coup, c'est la partie e-commerce, et l'autre parce qu'il fait du front au départ, et donc ils ont repris la partie front, et l'autre partie, c'est la partie data. Et là, on se rend compte qu'il y avait ces BU qui existaient, ils ont fait 2 trains, mais ça n'a pas de sens. D'un point de vue produit, ça n'a pas de sens de les séparer.
puisque tout, parce que n'importe quel besoin sur ce produit nécessite les 2 équipes. Mais bon, on est d'accord qu'on a besoin de se projeter. Moi, je comprends le métier quand il me dit j'ai besoin de savoir ce que tu vas faire dans les 3, 6, même 1 an. Je ne vais pas te filer, je sais pas, sur une DSI de 500 personnes, je ne sais pas combien ça représente, mais ça doit représenter 50 millions. Je ne vais pas te sortir 50 millions sur la table, alors que tu n'es pas capable de me dire ce que tu vas faire en 2 semaines. On peut comprendre. Mais ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est-à-dire que se projeter à 3 mois et tout bloquer à 3 mois, c'est pas possible non plus. Il ne faut pas être trop rigoureux. C'est-à-dire qu'il faut. Et c'est le principe, ça, je pense que tout le monde connaît. Je ne sais plus le terme, mais c'est le principe, moi je l'appelle la théorie des gros cailloux. Je ne sais pas si vous connaissez la théorie des gros cailloux. Est-ce que ça vous parle quand je vous dis ça? Je ne sais pas si c'était une pub ou si c'était un mantra. C'était une vidéo quand j'étais gamin qui m'a beaucoup parlé. C'est en gros, c'est ta vie. Eh ben, il y a des choses importantes, la famille, le travail, etc. C'est les gros cailloux. Puis après, il y a des choses un peu moins importantes, c'est les plus petits cailloux, les loisirs, les choses comme ça. Après, il y a la vie de tous les jours. C'est le sable. Et ensuite, il y a toujours le temps de boire une bière avec ses copains, je crois, et puis finir par verser de la bière dedans. Et ça m'amuse parce que, en fait, finalement, dans l'agilité, il y a un vrai trait, c'est que les gros cailloux, en fait, c'est vos gros projets, c'est les projets qui ont du sens pour votre métier. Et votre métier, il a besoin d'avoir de la visibilité sur ces gros cailloux et ces moyens cailloux. Vos urgences, vos petites problématiques de changer une dépendance à droite. Lui, il s'en fiche un peu, en fait. Lui, il veut surtout que les gros cailloux, comme il en a besoin, il doit avoir une visibilité dessus. Donc si vous êtes capable de remplir votre PI avec les gros cailloux et les moyens cailloux, au moins il a une visibilité, il vous reste beaucoup d'espace pour faire vous ce que vous avez besoin de faire. Et même si, et vous pouvez en plus, souvent en plus en safe, je ne sais plus comment ça s'appelle, le fait de garder une bande passante, ouais, exactement, une bande passante nécessaire pour faire certains projets techniques. Et ça, c'est entendable, quoi. Mais du coup, il faut être capable, et puis il faut être capable de négocier aussi. C'est-à-dire que il y a une différence entre vouloir protéger l'équipe de ne pas avoir trop de besoins, mais si l'équipe vous lui dites, je vais vous sortir, je sais pas, l'équivalent de 20 jours hommes d'une fonctionnalité, parce qu'en fait plus personne n'en veut, et à la place je vous mets une autre fonctionnalité que quelqu'un veut, ils sont contents, hein, les développeurs ils sont contents de faire quelque chose qui sert à quelqu'un. Faire quelque chose qui sert à personne, même si c'est prévu depuis 6 mois, ça ne les intéresse pas. Bon, ah oui. Et puis là, c'était le moment où Jean-Mi s'est énervé. Ouais, ok. On se calme, Jean-Mi. Donc moi, ce que je me suis dit, c'est ok, on va parler de safe. Et je me suis dit, est-ce qu'on sortirait pas, du coup, le manifeste safe, qui fait 150 pages et qui est très lourd, et le manifeste agile. Je ne sais pas si quelqu'un l'a lu récemment, le manifeste agile. Yes. Ouais. Vous l'avez lu récemment? Vous vous rappelez combien de valeurs? Combien de principes? Ouais, ok, super. Bon, voilà. Donc, en fait, j'ai essayé de. Donc, moi, je suis parti du manifeste. Et dans le manifeste safe, il y a combien de. Trop. 150 pages, ça, je ne les ai pas lus, je vous le dis direct. Par contre, il y a 10 principes. Donc, c'est les 10 principes qu'on va voir aujourd'hui. Et donc, à chaque fois, j'ai pris le principe, et soit j'ai mis en noir une partie pour mettre en exergue le message, soit j'ai flouté une partie, soit j'ai mis en gras pour bien qu'on voit. Ah non, c'est pas ça. Soit j'ai mis un truc par-dessus pour pas qu'on voit et que pour avoir le message, et soit j'ai fait un résumé. Et à chaque fois, je dis ah ouais, ça, je trouve ça agile. Et puis on se posera la question ensemble si vous trouvez ça agile ou pas. Et Jean-Mi, forcément, il aura son petit mot, il demandera il dira si c'est bullshit ou pas. Parce qu'il y a un gros quelque chose qu'on prête au safe, c'est quand même qu'il y a une grosse partie bullshit. Vous allez me dire si vous êtes d'accord. Du coup, adopter une vision économique. Donc, meilleure valeur et qualité, délai durable plus court, stratégie de livraison incrémentale, arbitrage entre risques, coût du retard et les coûts. Alors, je ne sais plus ce que c'est. C'est les coûts de fabrication. Ouais. Et du coup, ça paraît quand même hyper agile. On est d'accord? Il y a des mots-clés. Mais tu te dis que essayer de livrer de la valeur à tes utilisateurs et tes clients, bon, c'est pas déconnant. Bon, moi, je trouve ça agile. On priorise les fonctionnalités à forte valeur ajoutée, nos gros cailloux, les moyens cailloux, et puis l'urgence, on la traite aussi.
Ok. Oui, mais ça finit souvent en quick win ou en quick and dirty. C'est vrai que vu qu'on essaye de mettre plein de choses dans notre sprint et qu'en plus on doit gérer nos urgences et qu'en plus, en vrai, le métier il rajoute quand même des trucs, tu le disais tout à l'heure, hein. C'est que finalement, ceux qui arrivent à vraiment respecter leurs points, ils ont de la chance. Bah, finalement, après, tu fais à peu près tout en quick win ou en quick and dirty. Ça vous parle tous, hein, les deux. Quick win, c'est non mais regarde, tu fais ton sprint, mais en plus tu fais ça, ça fait un quick win. On est super content et le métier va être trop content. Et puis le reste, tu le fais mal parce que tu as essayé de faire trop de choses en fait. Et du coup, moi je trouve que c'est quand même pas trop bullshit cette notion de vision économique, se dire que j'essaye d'apporter la maxi. Et puis même Jean-Mi, il est d'accord avec moi, ce qui est pas mal. Est-ce que vous trouvez que c'est de bullshit ça, de vouloir apporter de la valeur à nos clients, ou est-ce que vous êtes d'accord que c'est plutôt trop souvent du quick and dirty? Et même dans Scrum, hein, quand je parle de safe, on pourrait mettre la même chose sur Scrum, sauf que c'est une seule équipe. Hmm. De quoi? Dans raccord. Ok. Alors le deuxième, appliquer la pensée systémique. Est-ce que ça vous parle, la pensée systémique? Qui c'est qui aime la pensée systémique ici? Parce que la pensée systémique, c'est très subjectif. C'est ce que dit... Hein? La pensée systémique, qu'est-ce que c'est que la... Alors, je ne suis pas le meilleur pour l'expliquer, hein. Mais en gros, c'est pour ça que j'ai pris Wikipédia, hein. La pensée systémique, c'est de se dire que dans un contexte donné, c'est assez compliqué d'avoir une démarche scientifique pure. Parce que tu as tellement d'éléments que la démarche scientifique pure ne peut pas fonctionner. Parce que ça va être très subjectif à ton contexte. Donc c'est se dire que tu vas essayer d'avoir une démarche scientifique, mais que tu vas faire des raccourcis subjectifs. Parce que tu vas être obligé, et puis ce serait trop compliqué d'appliquer une démarche scientifique rigoureuse. Donc tu vas diminuer ta rigueur et tu vas accepter d'être subjectif. Ouais, bon, pardon, je l'ai mal fait cette slide, désolé. Et ben, en fait, c'est le fait de prendre en compte le développement humain et de se dire que on est. Et ben, je trouve que c'est plutôt agile puisqu'on on se dit que c'est le contexte qui va nous importer. Et par contre, Jean-Mi, il déteste la systémique. Alors ça, faut savoir, Jean-Mi déteste la systémique. Il aime pas safe, mais ça pourrait s'appeler j'aime pas la systémique aussi. Pour lui, c'est comme l'homéopathie ou c'est comme le chamanisme. Et en fait, des fois, je suis d'accord avec lui. C'est-à-dire que la systémique comme dogme, c'est une connerie. Mais se dire qu'on s'adapte au contexte quand on réfléchit, je trouve ça plutôt pas mal. Mais attention à ne pas devenir dogmatique. C'est comme l'agilité. C'est que si on arrête d'être pragmatique, si on commence à devenir dogmatique, se dire bon, bah, la systémique, ça peut tout m'arranger et puis je vais tout expliquer comme ça, bah, ça marche plus en fait. C'est un peu la notion de nuance, déjà qu'on a vu tout à l'heure, sur le fait, quand on parlait de ce qu'on peut embarquer dans un sprint, ben, ça veut dire qu'il faut nuancer entre la rigueur de ne jamais accepter quelque chose qui arrive et la capacité finalement de s'adapter s'il y a quelque chose de plus important qui arrive, être capable de le prioriser par rapport de savoir peser ce qui est important et ce qui n'est pas important, d'être toujours dans la nuance. Ben, la systémique, c'est pareil. Si on arrive à nuancer et à se dire que c'est d'abord une approche scientifique qui est ensuite subjectif et pas une approche subjective qui parfois est scientifique, eh ben ça marche très bien. Supposer la variabilité et préserver les options. Bon, ça, je l'ai résumé, mais bon, supposer la variabilité, rien que le titre, on se dit que c'est quand même assez agile. Donc c'est vraiment cette notion que on doit retarder les choix irréversibles, explorer plusieurs options et expérimenter via des BOC et des MVP. Ça, souvent, c'est un truc qu'on sait pas trop faire des fois quand on est face à une équipe. On a une nouvelle chose à faire et on ne sait pas comment la faire. En fait, l'équipe va vous dire oui, mais ça, moi, je ne peux pas m'engager dessus. Ça, tu me dis d'aller installer un Redis. J'ai jamais installé de Redis, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais même pas ce que c'est que du cache. Je ne saurais pas te dire comment faire. Je ne sais même pas comment ça va se comporter. Et du coup, vous allez découper en fait la notion d'apprentissage par ok, tu vas me faire une analyse d'abord, tu vas analyser ce que c'est qu'un Redis et comment tu pourrais l'utiliser comme clé valeur, puis tu me fais un petit POC dessus,
Puis peut-être qu'au prochain sprint, on fera un MVP avec juste une table qu'on mettra dans le Redis. Et puis au fur et à mesure, je vais pouvoir itérer et finalement intégrer mon Redis dans mon système. Donc ça, moi je trouve ça hyper... Enfin, voilà, après c'est de la base de l'agilité, mais je trouve que c'est très bien de le mettre en exergue. Et apprendre avant de se standardiser. Ouais. Faut éviter au maximum les standards. Les standards, c'est... Ah oui. Les standards, c'est soit ça vous apporte quelque chose, donc soit ça vous fait accélérer, sinon ça n'a aucun intérêt, soit ça vous sécurise. Mais si ça ne vous fait pas accélérer ou si ça ne sécurise pas plus votre applicatif, il ne faut rien standardiser. Donc le seul intérêt de standardiser, c'est que ça fait accélérer les développements ou quand ça sécurise l'entreprise. Il faut qu'il y ait un objectif à la standardisation. Parce que souvent on standardise parce qu'il y a des gens, leur métier c'est de standardiser. Du coup ils vont prendre le sujet aujourd'hui, c'est les caches, le générateur de cache. Je vais mettre du Redis. Et ils vont standardiser, ils ne savent pas pourquoi. Alors qu'on va faire un POC, on a une équipe, il y a un mec qui sait utiliser du même cache, il ne sait pas utiliser du Redis, on va lui dire c'est le standard, c'est le Redis. Alors que le mec va faire un POC avec du même cache qu'il connaît, qui pourrait te faire en une journée, non, tu vas lui dire non, prends une semaine à apprendre ce que c'est que Redis, parce que c'est notre standard. Et là, en fait, ça ne sécurise pas plus Redis, un, et deux, ça nous fait perdre du temps. Donc le standard est inutile. Voilà, moi je trouve que c'est plutôt agile. Et Jean-Mi, oui, préserver les options, mais enfin, souvent tout est décidé en sprint 0. Est-ce que ça vous est déjà arrivé, ça? Est-ce que vous avez rencontré des architectes qui ne codent pas? Et tu es architecte? Mais tu es système architecte, tu ne codes pas? Ah oui. Oui, ok. Eh bien, oui, non, moi, je parle d'architecte d'applicatif. Architecte solution. En fait, la problématique, c'est que on se retrouve parfois avec des gens qui, du coup, viennent vous décrire une architecture avec, vous allez utiliser Redis, vous allez utiliser GCP, un Cloud Run, parce que c'est super bien les Cloud Run, etc. On vous met tout ça, on vous package tout ça, et puis on donne ça à une équipe de développement, et puis débrouillez-vous avec ça. Et finalement, en fait, votre équipe, elle doit subir une architecture au point zéro. Elle n'a pas son mot à dire alors que c'est sa compétence. Et finalement, elle doit se dépêtrer avec ça. Moi, ça m'est arrivé l'année dernière sur un projet d'innovation où on nous avait sorti les Figma d'un côté et de l'autre côté toute l'architecture de bout en bout, donc avec des tables et tout. Et en fait, l'architecture ne correspondait pas au Figma. C'est-à-dire que je ne pouvais pas implémenter les Figma donnés avec l'architecture qu'on m'avait donnée. Avec les tables, il n'y avait pas les champs nécessaires, il y avait plein de choses qui manquaient. Du coup, en fait, elle ne servait à rien. C'était juste un livrable d'une boîte de service qui avait dit on va vous livrer une architecture complète, qui nous avait filé le truc. Voilà, on a fait complètement autre chose. Et c'est dommage, parce qu'en fait, le temps de cette personne, parce qu'en plus, on a eu du temps de cet architecte qui était brillant, mais il ne peut pas savoir. S'il n'a pas fait une seule ligne de code, il ne peut pas savoir ce qui va se passer quand on va commencer le projet. On s'est retrouvé avec un GCP où il fallait signer des URL parce qu'il fallait signer les URL. C'est comme ça, lui, il n'avait pas prévu dans son architecture parce qu'il n'avait pas le temps de le prévoir et puis il fallait être confronté à la problématique pour le vivre. Et du coup, il n'avait pas pu le prévoir. Donc on a dû détourner, passer par d'autres systèmes, mettre une base de données en plus, etc. Il ne pouvait pas le savoir au début. Attention à ne pas... En fait, c'est un peu le point d'avant. Hein. C'est prévoir les options. C'est-à-dire... se dire, OK, je peux mettre une architecture de base, on sait qu'il y a un goulot d'étranglement à un endroit, donc on va mettre un pub sub, mais du coup, on le fait léger, quoi. On ne se retrouve pas à écrire la database pour les développeurs, quoi. Sinon, ils ne servent plus à rien. OK. Construire de manière incrémentale avec des cycles d'apprentissage, rapides et intégrés. Bon, ça paraît logique. Découper les développements en incréments fonctionnels. Bon, ça, c'est les sprints, quoi. Intégrer fréquemment des composants pour détecter tous les problèmes, c'est la CI. Et apprendre vite grâce à des feedbacks réels, c'est la CD avec un PO ou une QA ou même peut-être les utilisateurs finaux. Soyons fous. Et ça nous permet d'ajuster avant les erreurs, avant que les erreurs ne deviennent coûteuses. Moi, ça me paraît clairement de l'agilité. Ça vous parle? Ok, qu'est-ce qu'il nous dit, Jean-Mi?
Ouais, bon, c'est ce qu'on dit depuis 2001. Ok, merci Safe. Mais ils en ont fait un principe parce que manifeste agile ne suffisait pas. Ah oui, fonder, celui-là je l'aime bien. Fonder les jalons sur une évaluation objective des systèmes opérationnels. KPI OKR, ça vous parle? Ok. Alors moi déjà, je n'aime pas trop les KPI, les OKR, mais je ne sais pas pourquoi j'aime pas ça. Mais moi je sais que j'aime pas ça. J'ai jamais aimé ça. Mais en fait, à force d'en parler, je me rends compte que c'est pas que j'aime pas ça, parce qu'en fait je mesure l'avancement de mon logiciel. Je le mesure, c'est parce que je le teste, je vois que ça fonctionne, je vois que mes utilisateurs ils sont contents, je vois que l'équipe elle est contente, le métier il est content. Donc finalement j'ai des indicateurs de satisfaction, mais qui sont pas dans le marbre, en fait, qui sont pas palpables, quoi. C'est difficile de savoir lesquels. Et donc mais je pense que vérifier ma vélocité ou vérifier que j'ai bien livré plus de lignes de code que la veille, que j'ai un code coverage, etc. Je suis pas sûr que ce soit nécessaire. Parce que j'ai pas l'impression que ça m'apporte quelque chose. Et en fait, par contre, mesurer mon taux d'incident, mesurer le nombre de bugs, mesurer les choses qui se passent mal dans mon application et qui affectent mon utilisateur, je trouve que ça a du sens. Mais pour moi, c'est du monitoring. Pour moi, c'est pas des KPI. C'est-à-dire que pour moi, ça fait... Enfin, je suis désolé, mais oui, je sais, mais c'est parce qu'en fait, c'est vraiment très subjectif. C'est que pour moi, les KPI, c'est une volonté, c'est une obligation de mesurer quelque chose. Alors que le monitoring, c'est on choisit ce qu'on doit mesurer pour satisfaire notre client. Donc ça, on reste dans une approche client-centrique. C'est pour ça que je les diffère. Et Jean-Mi, il m'aide là-dessus, parce qu'en fait, il y a la loi de Goodhart qui montre quand un indicateur devient un objectif, il n'a plus de sens. Donc quand notre objectif, c'est par exemple d'avoir 100% de coverage, ben souvent on fait des tests, on ne les regarde même pas, on veut juste qu'il y ait 100%, quand ça passe les 100%, on est content. Mais on a fait peut-être 0 test intéressant. Par contre, on a 100% parce qu'on est passé dans toutes les fonctions. Mais bon, qu'est-ce qu'on a fait dans les fonctions? On n'en sait rien. Il faut juste passer dans la fonction. Il ne faut pas valider que les résultats soient bons. Et puis surtout, il faut pas tester. On ne teste pas à la marge, on n'a pas besoin. En fait, si on décide si on a le mauvais comportement et qu'on teste le mauvais comportement et qu'on dit si le mauvais comportement il se passe, ben c'est OK. Bon, on a la couverture de code et pourtant on a un bug. Donc c'est pour ça que la couverture de code, c'est un peu, c'est pas un indicateur que je trouve très pertinent. Et surtout que l'objectif de le mettre comme indicateur, ça oblige les gens à faire des tests et ils ne font pas des tests pour les bonnes raisons. Ils ne font pas des tests parce qu'ils ont un incident à prendre, ils ne font pas des tests parce qu'ils ont un bug. Ils font des tests parce que le management leur a dit faut que vous soyez à 90%. Du coup, ce n'est pas la même chose. Et on a une différence entre vouloir monitorer son code et vouloir alerter quand j'ai des problématiques par rapport à vouloir juste satisfaire un standard. Faire circuler la valeur sans interruption. Identifier les goulots d'étranglement, on parlait de PubSub. Réduire le work in progress. Donc ça c'est faire en sorte finalement qu'il n'y ait pas un gros backlog, quoi. Limiter les files d'attente et le multitâche. On a l'impression que je parle d'un logiciel, on est d'accord? Eh ben, pas du tout, là. C'est dans les interactions humaines. Donc c'est pas du tout agile, hein, on est d'accord? C'est du process pur. Mais je l'aime bien, moi je trouve que ça ressemble à du logiciel, j'aime beaucoup. En résumé, moins d'attente, plus de valeur. Donc c'est pas agile, mais je l'aime bien. Personnellement, je me dis que essayer d'imaginer les interactions humaines comme un système, essayer de voir où il y a des goulots d'étranglement, voir où il y a des gens qui sont en surcharge, voir là où il y a des gens qui finalement ont la capacité de travail, eux, voir là aussi où il y a de la motivation, où il y a de la démotivation, bah, je trouve que c'est assez intéressant. Et je comprends complètement l'intérêt. Par contre, je ne les vois pas forcément dans le manifeste agile. Après, vous en pensez quoi? Ou ça peut rejoindre? Ouais, ça rejoint. Ouais, voilà, c'est subjectif, hein, c'est une présentation. Et même Jean-Mi, il aime bien. Bon, il n'est jamais complètement content, Jean-Mi, hein, faut le savoir. Mais bon, en fait, ouais, à force de distribuer en sous-tâches, ça c'est vraiment une problématique que je trouve qu'on rencontre souvent en entreprise. C'est à force de distribuer en sous-tâches, on n'est plus responsable de rien. C'est-à-dire qu'il y a la personne qui développe le front, il y a la personne qui fait la QA du front, il y a la personne qui fait les mocks, il y a la personne qui fait le DevOps. Et en fait, il n'y a plus personne qui est responsable de l'application en soi. Quand on dit, ah ben ouais, ça a chuté en prod, on va voir le release manager, il dit, ah oui, mais c'est un bug du développeur. Et puis le développeur dit, ah oui, mais ça a été validé par la QA. Et puis la QA dit, ouais, mais...
Et en fait, on n'y arrive plus, quoi. On n'a plus de responsabilité d'équipe. Donc je trouve que c'est bien de faire circuler la valeur sans interruption, mais il faut qu'il y ait des honneurs de la valeur. Cette notion de business owner, je pense qu'elle doit être portée par tout le monde, pas juste par le business owner. C'est chacun d'entre nous est finalement business owner de ce qu'on livre. C'est une vraie responsabilité. Et en fait, quand on commence à être responsable de ce qu'on fait, on fait des choses qui sont mieux, on les fait mieux, on les fait avec plus d'énergie, avec plus de passion. Et on arrête de faire les trucs qui ne sont pas intéressants. Et on a des arguments pour ne pas les faire en plus. Parce qu'on se dit, ouais, ok, vous voulez que je fasse ça? Mais moi, ça ne m'intéresse pas parce que ça ne sert à personne, je ne vois pas où j'apporte de la valeur. Et puis peut-être qu'on va nous dire, bah, en fait, si, tu apporteras de la valeur parce que ça permettra à un tel de reprendre ton travail plus tard, ou etc. Ce qui m'arrive souvent, moi je dis, moi ça, j'ai pas envie de le faire. Pourquoi tu veux que je le fasse? Et on me répond une vraie réponse qui me permet de me projeter dans faire le travail pour quelqu'un. Et du moment où j'ai analysé que je vais faire le travail pour quelqu'un, moi ça me dérange vraiment plus de faire le travail. Mais quand je ne sais pas à qui ça s'adresse, pourquoi je vais le faire, là, Ok. Appliquer la cadence, ça c'est la notion de PI. Donc synchroniser la partie entre les domaines, créer des rendez-vous communs. Je trouve ça. Est-ce que vous aimez bien les PI? PI planning. Est-ce que vous en avez fait? Vous aimez bien ça? Ouais, moi aussi j'aime bien. Oui. Tu détestes ça pourquoi? Ok. Parce que tu es Scrum Master et que c'est épuisant. Il faut que je répète voilà, pour que ce soit sur la vidéo. Parce que c'est épuisant et que c'est épuisant pour les Scrum Masters. Pourquoi c'est épuisant? Ok. Donc c'est repartager la vision qui est épuisant. Parce qu'en fait, ils ne portent pas eux-mêmes la vision. C'est toi qui dois toujours leur rappeler. Ils ont du mal la vision a du mal à être incarnée. Oui, ok. Oui, voilà. Ça, c'est une notion de responsabilisation et je vois très bien. Et pourquoi on travaille, pourquoi on est avec eux, on ne travaille pas avec eux, pourquoi on est avec eux. Ouais, je comprends tout à fait. Ok, moi j'adore les PI parce que j'adore rencontrer des gens. Donc comme une conférence, on voit plein de gens, on discute avec plein de gens, etc. Bah, après, il y a des fois, il y a des PI où je bosse avec des équipes, il y a 5 autres équipes et je leur ai pas parlé. Et j'ai pas eu besoin de leur parler. Et aucun de mes collègues qui leur a parlé. Et là tu dis mais pourquoi on est dans le même PI? C'est quoi l'objectif? En fait, c'était juste que bah, c'est le même responsable hiérarchique. Voilà, les mecs, ils ont récupéré un bout de BU à droite, à gauche, on met dans le même train, comme ça je vois tout le monde en même temps. Et en fait, au lieu de réfléchir façon produit, on réfléchit façon pouvoir hiérarchique de qui détient le pouvoir et qui peut exercer le pouvoir sur l'autre. Ça, c'est dommage. C'est le problème des PI. Enfin Ah, mais je suis d'accord avec toi. Ah oui, bien sûr. Ouais, ouais, ouais. Ah, je suis d'accord. Ouais. Oui, de toute façon, Safe en soi, c'est pas une personne, donc il peut pas être responsable de quoi que ce soit. C'est forcément les gens qui l'appliquent. Ouais, exactement. Mais en fait, on remarque quand même que les mêmes mots, surtout dans la société française, les mêmes mots interviennent souvent dans les mêmes entreprises. Et on se retrouve avec les mêmes problématiques de découpage de trains qui sont mal faits, de dépendances qui sont mal gérées du coup, de démotivation. On les rencontre quand même un peu partout. Mais c'est pas, je suis d'accord avec toi que c'est pas la responsabilité de Safe. Moi, de toute façon, Safe, tu verras à la fin, on ne le jette pas à Safe. J'amène juste de l'expérience sur ce qui existe sur Safe aujourd'hui. Yes. Dis-moi. Oui.
Ouais, je suis tout à fait d'accord. Ouais, ouais, exactement. Ouais. Ah, ben, en fait, c'est une des grosses problématiques aujourd'hui qu'on a sur Safe. C'est que finalement, on a mis Safe comme framework avec des équipes qui n'ont pas subi de transfo agile, du coup, ou qui utilisent du Scrum, du Scrum bah, juste pour dire qu'ils font de la gestion de projet, quoi. Ils ont mis Jira, et puis ils se revoient tous les matins, à 9h pour être sûr qu'ils soient là tout au boulot. Et puis voilà, ça tourne. Mais c'est sûr que la problématique qu'on a sur Safe, là aujourd'hui, je passe par Safe, mais pour moi, c'est la même problématique qu'on a sur Scrum. C'est la problématique de la déresponsabilisation du travail et du fait qu'aujourd'hui, on n'est plus capable d'être responsable de ce qu'on produit. Et on infantilise. C'est-à-dire que l'agilité voudrait responsabiliser les gens, et les entreprises sont plutôt en train d'infantiliser les gens en leur disant bon bah regardez, on va vous mettre un Scrum Master, un PO, etc. Ils vont vous expliquer comment faire, et puis vous les développeurs vous obéissez. Et puis en fait ça suffit pas maintenant à l'échelle, on met safe et puis on rajoute de nouveaux rôles qui pareil déresponsabilisent jusqu'au plus bas niveau, quoi. Et puis il y a l'école bleue, parce que c'est vraiment le ressenti des développeurs, c'est d'être l'école bleue et l'école blanc. Donc il y a vraiment cette notion presque de lutte sociale en fait dans Safe. C'est avec ce message-là aussi que j'arrive. Et Jean-Mi, lui, c'est un col bleu. Et voilà, ce que je disais tout à l'heure, ils ont fait des trains avec des BU. Et en fait, il y a une vraie problématique dans l'utilisation de Safe aujourd'hui en France. Et c'est pas forcément, on n'a pas forcément la même chose dans les autres pays. C'est-à-dire que dans les anglo-saxons sont beaucoup mieux appropriés. Ouais, exactement. On est un peu royaliste, nous. Libérer la motivation intrinsèque des travailleurs du savoir. Ça, c'est dans Safe, j'ai adoré. Alors, déjà, je me suis dit, moi, j'ai fait un truc avec bullshit, et les mecs me sortent le. C'est quand même pas mal. Alors, je l'ai fait à la dernière conférence, ça, et je me suis juste dit, c'est bullshit. Et en fait, j'ai un Scrum Master qui est venu voir à la fin, et qui m'a dit, mais en fait, ouais, mais en fait, c'est un peu contre-intuitif ce que tu dis, parce que tu dis, ok, parce qu'en gros, euh, motivation extrinsèque, c'est l'argent, ça va être la sécurité ça va être la sécurité de l'emploi, enfin les trucs plutôt matériels. Et intrinsèque, c'est plutôt ce qu'on ressent à l'intérieur. C'est est-ce que je me sens bien, est-ce que ça a du sens mon travail, etc. C'est vrai de se dire, on va passer par la motivation du sens au travail pour éviter de payer mieux les gens. Tu la vois bien qui arrive, quoi. Euh, du coup, je trouve que c'est un peu. Tu vois que les gens, qu'ils veulent moins de payer et qu'ils vont dire on va juste apporter du sens. Et Safe se pose là, avec cette notion-là. Mais finalement, avoir du sens dans ce travail, c'est quand même très bien. Parce qu'avoir de la motivation et se dire je veux au travail parce que je sais pourquoi et parce que je suis responsabilisé, ça a du sens. Aujourd'hui, en fait, on utilise Safe pour te déresponsabiliser. Et dans Safe, on te dit qu'il faudrait que tu te responsabilises. Et c'est vrai que c'est un petit peu. Il y a un côté très frustrant, en fait, à être dans cette boucle d'espérance et de déception, quoi. Ouais. Oui, puis en plus, ouais. Voilà, l'argent, c'est pas, ça va pas être à ce, voilà, c'est pas au col bleu qui revient en général. Donc ouais, moi j'avais mis qu'ils avaient séché les cours de Maslow. Je sais pas si vous avez tous la pyramide de Maslow bien en tête. Voilà. Pour eux, c'est ouais, exactement. Et en fait, ce qui est marrant, c'est que du coup, dans l'exemple que je vous ai donné tout à l'heure, il y avait donc les développeurs n'étaient pas forcément très bien payés. En plus, ils font de l'offshoring, donc ils délocalisent les emplois. Et en prime de ça, il n'y a pas la sécurité de l'emploi puisqu'ils utilisent des prestataires. Donc on est vraiment sur tiens, on va rien faire de la pyramide de Maslow, mais on va te donner du sens au travail. T'inquiète pas. Bon, passons. Décentraliser la prise de décision. Donc atteindre une livraison rapide nécessite une prise de décision décentralisée. Mais certaines décisions stratégiques et globales justifient une prise de décision centralisée. Bon, ça, on le comprend. C'est bien d'avoir de la décision décentralisée, mais à un moment, s'il n'y a pas de cohérence entre toutes ces décisions, on peut se retrouver avec du brouhaha, quoi. Donc il faut réussir à centraliser un peu, avoir la vision bien comprise au centre, quoi. Et donc, il faut avoir un cadre qui permet de gérer et la décision décentralisée dans les équipes et la gestion hiérarchique de la décision pour correspondre à la vision.
Bon, moi, je trouve ça assez clair. C'est assez clair. Voilà. Vous en pensez quoi? Je pense que vous avez le même avis que Jean-Mi. Vous en pensez quoi? Qui c'est qui gagne entre les deux? C'est pas Jean-Mi. Jean-Mi va arriver. Qui c'est qui gagne entre la décision centralisée et la décision décentralisée? On est d'accord. Bah, Jean-Mi est d'accord. C'est toujours la décision centralisée qui gagne. Et donc, en fait, on a beau essayer de responsabiliser les gens, essayer de faire de l'intelligence collective, bah, au final, tu as toujours un gars qui dit ah ouais, non, j'ai pas le budget, bah, en fait, non, on va plus faire ça, en fait, ce truc-là, non, ça m'intéresse pas. Et en fait, et sans. Parce qu'en fait, moi, dans ma vision, il faudrait, si tu apportes la vision à l'ensemble de tes collaborateurs de ce que tu veux faire, la décision décentralisée suffit, puisqu'elle est responsabilisante. Donc tu sais que tu vas pas faire n'importe quoi avec ta... Donc après il faut des garde-fous bien sûr, mais des garde-fous si tu les récupères via du monitoring, savoir est-ce que j'ai bien, est-ce que ça répond bien à mes clients, est-ce que mes clients sont satisfaits, etc. Si tu as ça, tu laisses de la confiance et tu peux avoir des décisions décentralisées. Mais ça veut dire qu'il faut que tu sois capable d'expliquer ta vision. Donc déjà il faut déjà que tu aies une vision et que cette vision-là, tu sois capable de la donner à tes équipes. Et ouais, ouais. Et pour toi, ça vient d'où ça? Ouais. Mais c'est quoi la première source? Ouais. Ouais, mais qui c'est qui nous apprend à être en insécurité comme ça? Qui c'est qui nous juge dès nos 3 ans? Non, nos parents, ils sont quand même sympas, nos parents. Ils nous jugent, mais pas trop. Hein? L'école, ouais. L'école, la compétition à 3 ans et demi, c'est qui a fait le plus beau dessin? Ouais. Bon, peut-être, ouais, des fois, quand même des bons profs, mais c'est vrai qu'on nous met en compétition avec des notes très très vite. Et en plus, la partie plus on arrive en classe supérieure, plus on nous met en compétition, plus on a l'habitude d'être mis en compétition. Donc finalement, notre organe hiérarchique est très dans cette notion de compétition et du coup d'insécurité, le fait d'être le meilleur, le fait de savoir mieux que les autres. C'est vraiment dans notre culture, quoi. C'est dommage, quoi. Faut savoir du coup être un peu plus humble. Euh, S'organiser autour de la valeur. Ça, il propose de structurer l'entreprise autour des flux de valeur, aligner équipe, réduire silos et dépendances, accélérer la livraison autour de la valeur client, reconfigurer facilement l'organisation dans les priorités change. Ça vous dit quelque chose, ça? Pour vous, c'est quoi ça? Une notion? C'est DevOps, je dirais? Ah ouais, ok, ok, très bien. Non, non, j'aime bien. Moi, ça me fait penser à quelque chose, ça, ouais. Et c'est une vision. Il y a une vision. Il y a un mot qu'on utilise beaucoup aujourd'hui. Produit. La vision produit. Du coup, on est capable, on a un produit, on répond, on répond à un produit. C'est-à-dire que si votre produit, c'est peut-être, je sais pas, là en ce moment, moi, je bosse sur un outil qui permet au Visual Merge de faire de l'IA. Donc, en fait, d'utiliser n'importe quel modèle, puis de transformer un objet, de le faire bouger avec de la vidéo, c'est un produit, ça. Ce produit-là, on le vend, et puis si demain, il y a un produit qui est associé à celui-là, qui va permettre peut-être de faire de la facilitation ou de nettoyer les données, ce sera le même produit, même s'il y a deux applicatifs. C'est juste que le produit, c'est qu'il y a un besoin client, on y répond, et puis il y a toutes les applicatifs qui sont autour de ce produit, c'est un produit. Donc on peut mettre une équipe devant qui y travaille, quoi. Mais l'équipe doit être capable de faire l'entièreté du moment où il y a le besoin client, donc de comprendre le besoin client, jusqu'à le moment où ils mettent sur des machines virtuelles. C'est ça souvent souvent on coupe par tranche en fait, souvent par layer on met front-end, back-end, DevOps, et en fait c'est la différence entre la vision produit et puis la vision en layer, quoi. Ok. Donc ça c'est une vision produit, moi je trouve ça plutôt honorable. Donc mais bon, après ils veulent quand même réorganiser l'entreprise à chaque changement de priorité.
pour moi, c'est pas, il faut pas, enfin, voilà. C'est que pour moi, il faut plus de la vision produit que réorganiser l'entreprise. Et Jean-Mi, il trouve que c'est du bullshit. S'organiser en produit et créer de nouveaux domaines et supprimer les vieillissants. Voilà. Donc Jean-Mi, c'est la vision produit. Okay, mais en vrai, moi je trouve que si on prend ce dernier principe comme avoir une vision produit, elle va très bien. Et c'est pour ça qu'en fait, Safe, c'est pas acheté. Safe, c'est un cadre qui est génial quand tu veux débuter le scaling d'entreprise de l'agilité. Et moi, je me suis confronté à devoir scaler avec 3 équipes. J'ai essayé de faire du Scrum of Scrum. Je me suis cassé les dents. J'arrivais pas à... J'y arrivais pas. J'ai pas réussi, quoi. Je me suis barré. Mais, et du coup, quand j'ai découvert Safe, j'ai trouvé que ça permettait quand même d'avoir un cadre de départ où après tu peux jouer, comme dans Scrum en fait, un cadre de départ où après tu peux jouer à l'élargir, à te dire bon bah ça j'en ai pas besoin, je suis assez mature, ça j'en ai besoin, etc. Et je vais rajouter ça qui n'existe pas, j'ai trouvé cette idée là, je vais me la ramener. Et bon, voilà, donc je ne jette pas Safe aux toilettes. Mais d'ailleurs c'est donc Safe c'est plutôt agile et dans ce que je vois aujourd'hui c'est quand même pas mal bullshit. Mais ne jetons pas bébé avec l'eau du bain. Donc ce qu'il faut jeter de Safe, c'est les KPI. Désolé, il faut du monitoring. Monitorer ce qu'on fait et pouvoir réagir. Donc l'alerting, réagir à notre monitoring. Les rôles pompeux. Je pense qu'il faut plutôt que d'avoir des rôles pompeux, il faut rajouter de la responsabilisation au sein des équipes. En fait, j'ai fait un autre talk sur les masques qu'on porte en société. C'est vraiment ça, c'est la notion qu'on est tous porteurs du business, on est tous porteurs du bon déroulement des PI, on est tous un peu Scrum Master, on est tous un peu PO. Le PO, il est plus PO que les autres, mais on est tous un peu PO. C'est-à-dire que si le PO n'est pas là, on sait la priorisation. On doit la savoir en tant que développeur. Si tu ne sais pas c'est quoi ta prochaine tâche à faire, tu n'es pas développeur, je ne sais pas ce que tu es, mais on est tous responsables de ce qu'on livre. Donc c'est pour ça que moi, les rôles pompeux, il ne faut pas que ce soit des rôles. Il faut que ce soit, enfin, si, faut pas que ce soit des fonctions, il faut que ce soit des rôles. C'est-à-dire que c'est des rôles qui peuvent être partagés par tout le monde, il y a quelqu'un qui peut le porter, mais il faut que tout le monde soit capable de le comprendre et de le porter aussi. Les décisions centralisées non négociables, ça, il faut plus de décisions décentralisées. Pouvoir aux régions. Pardon. Parce qu'en fait, celui qui sait mieux que les autres, c'est celui qui est en train de faire. Donc après, oui, mais après, ça veut dire que pour savoir ce qu'il faut faire, il faut avoir la vision. Donc il faut dire qu'il faut plus partager la vision. Et donc les PI, c'est bien parce que c'est un moment où on se réunit, où on se voit, où on peut discuter ensemble, où on peut partager la vision. Mon DSI, sur 8 PI, je l'ai vu une fois. Mon DSI, je l'ai vu une fois. C'est pas possible. Une fois sur 8 PI, ça n'a pas de sens. Je devrais le voir, je sais pas, une fois par mois. Une fois au PI sûr, là, il me parle pendant au moins une demi-heure. Et après, il devrait venir. Je devrais le connaître. Il devrait connaître peut-être pas mon prénom, mais au moins mon équipe, au moins savoir ce qu'on fait, quoi. Et en fait, souvent, maintenant, il y a vraiment une différence. C'est-à-dire qu'on ne... Ouais, exactement. Les trains avec des mecs qui bossent pas ensemble. On arrête de faire ça. Il ne faut pas faire ça. Si vous voyez qu'il y a un mec qui bosse pas avec vous dans un train, il faut... Dites, on sépare le train, on fait 2 trains, ou le mec, ça se trouve, il n'a même pas besoin de train. C'est-à-dire que des fois, il y a des équipes qui sont en fait très transverses, qui n'ont pas besoin de train, et ben qu'ils soient tranquilles. On ne va pas les obliger à venir tous les 3 mois. On peut faire un séminaire avec eux si on veut les voir, etc. On n'est pas obligé d'utiliser le PI pour la mauvaise utilité. Et les mecs qui confondent... Alors, est-ce que vous savez ce que c'est inspect et adapt? Est-ce que vous savez ce que c'est qu'une rétrospective? Est-ce que vous savez que c'est pas la même chose? Merci. Nous, on n'a plus de rétrospective. C'est fini. C'est fini. On a un inspect et adapt où on vérifie qu'on a bien fini nos stories. Et là, on est là. OK. Très bien. Est-ce que je peux avoir une rétrospective? On m'a dit, ouais, tu peux faire une rétrospective avec ta collègue. Ma collègue, elle voulait pas en faire. Du coup, j'ai fait une rétrospective tout seul. Je suis très content. Bon, ce que je veux, voilà. Mais bon, voilà. Pour moi, c'est limite. Inspect et adapt, le faites pas. Faites des rétrospectives. Mais après, le inspect et adapt, c'est ce qu'on disait tout à l'heure. C'est quand tu disais qu'il ne faut pas jeter safe. Mais je suis d'accord qu'il ne faut pas jeter safe. C'est pour ça qu'il y a le inspect et adapt. Il y a des trucs qui ne vont pas dans le safe, parce que quand on va le mettre, bah, en fait, il y a plein de trucs qu'on ne va pas savoir faire. Comme dans Scrum, il y a plein de trucs qu'on va mal faire, il y a plein de trucs qu'on va se louper.
Ben, c'est pas grave, on arrête, puis on fait des trucs mieux, on change, on réfléchit, on met des actions en place et on adapte le cadre à ce qu'on veut faire pour qu'il soit safe finalement. Et qu'est-ce qu'on garde? La messe du playing, success story, l'idéation, le team building, la synergie, les best practices, bon, tout ça, les rôles, pas les fonctions. La colocation des équipes, moi je trouve ça vraiment tellement agréable pendant un PI de voir tous mes collègues et puis d'être un peu copain avec mes collègues, en fait, d'avoir un moment où j'ai l'impression d'appartenir, un sentiment d'appartenance. Je trouve ça vraiment agréable. Euh, hmm de quoi? Et l'innovation, ouais, c'est vrai. Par rapport à quoi? Par rapport au hackathon? Ouais. Ouais, ok, ouais, je suis d'accord. C'est vrai que j'en ai pas parlé. Ouais. Non, parce qu'en fait, c'est le sprint IP, non? Ouais, le sprint IP. Parce que nous, le sprint IP, on finit les user stories. On finit les user stories. Ah ouais, bah oui, oui. Puis on fait des hackathons, et les hackathons, c'est souvent le hackathon, ça se transforme en nouvelle US que, en fait, le. Ouais. Bon, voilà. Donc, mais c'est vrai que c'est une force si on l'utilise bien. C'est une force d'avoir ce moment-là pour faire pour découvrir de nouvelles choses, pour faire des katas, pour s'améliorer, pour faire de la veille. Il y a plein de choses à faire, mais c'est vrai que nous, on l'a pas du tout. Il s'appelle Sprint IP juste pour dire. Juste pour dire. Voilà. Mais je le rajouterai. Je le prends. Ouais. Ouais, non, mais c'est vrai que. Mais comme je dis, moi, je subis safe. Je connais pas parfaitement safe. Je le subis et je vous amène juste. Ouais. Ouais. Ouais, il faut qu'ils comprennent. Et ouais, bah, je crois que c'est tout. Bah, merci. Merci à tous. Et si vous avez des questions. Vous avez posé déjà pas mal de questions. Juste, tu disais que en France, on a tendance à implémenter du safe en calquant une organisation existante et en mettant safe. Et ça, c'est vrai. C'est ce que j'ai vu dans la plupart des transformations. En revanche, on parlait tout à l'heure de l'outil des dépendances, qui est quelque chose qui marche assez bien. Bon, pour la plupart des gens, mais il y en a que ça marche pas, hein, ça peut arriver, dans Safe. Mais cet outil-là, ça peut être utilisé pour une deuxième étape de transformation de l'organisation, justement, et de recouper les silos. C'est-à-dire que c'est naturel de vouloir retrouver, parce qu'il y a beaucoup de changements quand on va vers une transition safe, et que c'est normal qu'on a une organisation existante, la casser tout de suite, les équipes ne sont pas prêtes. Et donc l'outillage des dépendances pour voir quelles sont les dépendances qu'on a avec telle équipe et se reposer la question un petit peu plus tard de on peut peut-être s'orienter un peu plus vers la valeur, vers des choses qui sont un peu plus agnostiques en termes d'organisation, ça peut être aussi quelque chose d'intéressant. Voilà, c'était juste un petit témoignage. Merci. De quoi? Ah si, merci Jean-Mi. Et puis merci à Gilles Grenoble aussi, parce que c'était super sympa d'être là. La nourriture était bonne, l'accueil était sympa, il y avait tout qui était bien. C'est vrai que des conférences à Paris qui sont beaucoup moins bien. Je tiens à le dire, je ne taclerai personne. Bah, ils payent tellement dans le lieu qu'après, il n'y a plus rien dans la bouffe. Bon, après, je te pose la question, mais j'ai compris que tu étais dev. Vous aviez essayé d'expérimenter, parce qu'en fait, Safe se nourrit de plein de frameworks, de bonnes pratiques, et ils ont fait un gros produit qui te vendent chaque année. Les certifs, tu les repayes chaque année pour remettre à jour. Il y a LESS en approche qui est plus léger.
où on retrouve des choses. Less, c'est Scrum à l'échelle, avec des pratiques similaires où tu retrouves, il y a des choses plus simples, mais ça permet effectivement, tu as la première acculturation. Moi, je sais qu'en une des transfos, on est arrivé, il faut mettre safe. Les équipes ne savaient même pas déjà ce qui était safe. Il y avait une première approche agile qui avait craché 3 ans plus tôt. Nous, on arrive sur les cendres et il fallait reconstruire dessus. Et il a fallu acculturer avec Scrum. Et effectivement, on avait commencé à toucher un petit peu certains concepts de l'Est pour ramener un peu là-dedans. C'était plus léger. Et après, alors, il y a un peu ça dedans, mais par exemple, typiquement, quand tu as tes moments de discussion pour préparer ton PI ou autre, tu vas paralléliser les sessions de Product Backlog Refinement, de Sprint Planning, où les gens, en fait, potentiellement peuvent intervenir en dépendance. Tu as une messe de début où tu expliques un peu effectivement ton objectif ou vers quoi il faut aller. Les équipes, après, ont l'objectif en tête, vont un petit peu creuser sur quoi elles vont pouvoir répondre, etc. Tu as une remise en commun. Et derrière, effectivement, après, tu t'engages. Et pareil pour la review, etc. Et le framework, tu peux le trouver en ligne. C'est plus léger, ça amène des solutions. Ouais. Mais même aujourd'hui, je m'en inspire. Hein. Il y a typiquement la parallélisation des sprint planning dans une équipe où des fois, on n'a pas forcément les mêmes périmètres. Parce que des fois aussi, on a tendance à mettre tout comme tu disais, dans un train. Il y a un wagon où finalement, il y a 2 équipes qui sont mélangées, mais qui n'ont peut-être pas forcément de produits en commun, mais quelques micro-dépendances. C'est compliqué d'emmener tout le monde dans un sprint planning ou dans un PBR. Et effectivement, des fois, tu en as qui s'ennuient en attendant leur tour, et c'est pas le but, quoi. Donc LE2S. Merci. De ces malheurs dans Safe ou de ces bonheurs? Oui, mais depuis longtemps. Hein. Tu évoquais dans la conclusion la colocation des équipes comme un point à conserver. Est-ce que ça peut fonctionner, le déploiement d'une transfo agile safe, avec des équipes qui sont en remote, en offshore, avec des gros écarts de time zone, et a fortiori si on doit organiser des PI planning? Comment ça se passe? Alors là-dessus, moi j'adore la colocation des équipes. Et même de partager le même langage. C'est-à-dire que si tu commences à avoir des équipes qui ne parlent pas le même langage, ou il y en a qui vont utiliser un langage qui n'est pas leur langage natif, on part. En fait, c'est possible de faire de l'offshore et de se dire qu'il y a des produits qui sont offshorisés. Mais de se dire qu'ensuite, ces produits ils ont des dépendances interlangues, etc. Enfin, il faut que tout le monde maîtrise soit la même langue, vraiment, soit c'est quand même ça crée des biais même intellectuels. C'est-à-dire que si tu réfléchis pas assez bien dans ton langage, ou si tu n'es pas capable de t'exprimer assez bien dans ton langage, dans un langage qui n'est pas le tien, ben finalement ton intelligence collective va être moins bonne. Du coup, l'offshoreisation dans un même PI, je trouve ça un peu complexe et pas forcément une bonne idée. Dans un même train au moins. Ça peut être dans le même... Voilà, mais il faut que les trains soient séparés, avec des interfaces claires et facilement négociables, quoi, qui peuvent durer longtemps. Un PI planning en remote, tu peux le faire. C'est juste que tu auras moins de sentiment d'appartenance. Donc c'est-à-dire qu'il faut que tu le saches. Ouais. Ouais, c'est qu'après, il faut être capable du coup de créer ce sentiment d'appartenance autre part, quoi. On peut pas être juste par la distance. C'est après peut-être les. Mais c'est c'est très subjectif. Tu voulais dire? Je fais vite parce qu'il y a du monde à la porte. Mais j'ai vécu en fait deux expériences safe comme ça. La première, on a une grosse partie de l'équipe qui était parisienne, une partie à Sophie Antipolis. Les prépas se faisaient un peu à distance de façon en visio. Après, on se retrouvait tous sur un lieu. Le Covid était arrivé, donc forcément, ça a été une façon de faire, de préparer à distance. Donc là, c'était un peu, on découvrait. Et un autre contexte où je suis arrivé chez un hébergeur français connu, où là, effectivement, on est répartis dans le monde entier. Ça va des États-Unis jusqu'à l'Inde, en passant par la France, etc. Donc une langue commune, l'anglais. Effectivement, la barrière de la langue peut être un blocage. Et surtout l'acculturation. L'acculturation de l'agilité, c'était majoritairement des personnes dont je faisais partie en France. On intervenait sur les équipements locaux dans les villes où on était. Et après, tout se faisait en remote.
Et effectivement, tu cours un peu après le temps parce que tu as des personnes qui sont en Inde, tu as des personnes qui sont au Canada, etc. Et les PI planning à distance, on faisait tout en remote, effectivement. Donc il y avait beaucoup de préparation en amont. Ça se fait, mais ça demande vraiment d'intégrer en fait, ces personnes-là. Elles participent de toute façon. On avait aussi bien des PO, des PM répartis à différents endroits. Et la préparation, justement, ça permettait vraiment à la fois casser un peu cette barrière de la langue et aussi que ça ne vienne pas que du pays. Voilà, on était en France, mais voilà, ce ne soit pas que la France qui pousse le truc, il fallait que ça aille là-dedans. Le secret, après, la bonne pratique, c'était effectivement de ramener des gens dans des équipes, dans une salle au Canada, une salle en Inde, une salle en France. Alors, en France, on avait différentes cities en plus, donc c'était un peu compliqué, mais voilà, ça fonctionnait. Après, il y a d'autres raisons qui ont fait que ça n'a pas marché au bout. Donc voilà.